Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Alexander Mercouris, l'animateur du très populaire podcast The Duran. Il a également son propre podcast qui porte son nom, Alexander Mercouris. Ces deux chaînes sont celles où la plupart d'entre nous se rendent pour obtenir leurs mises à jour et analyses quotidiennes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et merci beaucoup de m'avoir accueilli sur votre merveilleuse chaîne aujourd'hui. Au cours des derniers jours, ce qui avait commencé comme une guerre de changement de régime semble s'être transformé en guerre énergétique, les deux camps cherchant à s'épuiser mutuellement. Rien que ces derniers jours, nous avons assisté à des attaques extrêmement violentes, du champ de South Pars à la centrale nucléaire de Bushehr. Comment évaluez-vous cela? Les attaques contre l'Iran, mais aussi les représailles iraniennes. Eh bien, je pense que l'explication réside dans une extrême frustration et une grande perplexité à Washington et en Israël. Je crois que lorsqu'ils ont lancé cette campagne militaire il y a 3 semaines, les Américains et les Israéliens pensaient qu'elle se terminerait très rapidement, que le gouvernement iranien était faible et fragile et s'effondrerait très vite, qu'une fois la direction éliminée, un vide de pouvoir apparaîtrait. Ils n'avaient pas prévu une guerre longue, ni que l'Iran serait capable de continuer à résister de la manière dont il l'a fait. Ainsi, dans ce genre de situation, il devient très difficile pour les acteurs de se retirer, car ils se sont préparés à la victoire, et les conséquences politiques d'un échec à atteindre cette victoire rendraient tout l'effort équivalent à une défaite, la victoire signifiant un changement de régime. Ils frappent fort, et ils le font d'une manière qui, selon moi, visait au départ à exercer une énorme pression sur l'Iran et sur certains des alliés de l'Iran, notamment la Russie, afin de les amener à la table des négociations et à commencer à faire les grandes concessions dont les Américains et les Israéliens avaient besoin pour justifier ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'il y a eu l'attaque contre South Pars qui représentait une escalade massive. Et c'est aussi pour cela qu'il y a eu l'attaque contre Bushehr. Maintenant, Bushehr, presque personne n'en parle. Merci de m'avoir posé la question. Je pense que c'est extrêmement important et lourd de conséquences. Il s'agit bien sûr d'un réacteur en grande partie construit par les Russes. Il y a des techniciens russes dans la région. À ma connaissance, personne n'a été blessé. Mais il me semble que l'attaque contre Bushehr était également un message adressé aux Russes. Réduisez votre soutien à l'Iran. Poussez-les à venir nous parler. Encore une fois, la même erreur de calcul que nous avions observée au début de la guerre s'est répétée avec cette attaque. Au lieu que les Iraniens se précipitent pour négocier ou accepter un cessez-le-feu ou quoi que ce soit d'autre, ils ont déclaré « Si vous nous frappez de cette manière, nous avons tout à fait la capacité de faire de même en retour. » Et bien sûr, ils ont effectivement mené leurs attaques. Cela a été un choc massif et inattendu. Nous avons assisté aux événements extraordinaires qui se sont déroulés au cours des dernières heures, des derniers jours, à la suite de ces attaques contre les systèmes énergétiques. Une guerre d'usure sur le plan énergétique est une guerre que les États-Unis et les puissances occidentales ne peuvent pas gagner. Ils dépendent de l'énergie. Leurs adversaires, l'Iran, la Russie et en fin de compte, si la Russie est impliquée, la Chine également, sont bien mieux placés pour y résister. Eh bien, nous avons entendu tous ces commentaires venant des États-Unis disant que, eh bien, Trump a déclaré que personne n'aurait pu prévoir qu'il frapperait les bases de tous ces États du Golfe. Et il avait apparemment, enfin selon le Wall Street Journal, également écarté l'idée que les Iraniens puissent fermer le détroit d'Ormuz. Je veux dire,
Si l'on reconnaît que l'Iran considère cela comme une menace existentielle, toutes ces réactions auraient dû être comprises comme la première chose qu'il ferait. Je veux dire, beaucoup de gens l'avaient prédit, toi y compris. Alors comment ont-ils pu se tromper à ce point? Parce qu'on a l'impression que c'est devenu une tendance courante. Si tu regardes, par exemple, la guerre en Ukraine, l'une des raisons pour lesquelles les Européens ont participé à la guerre par procuration contre la Russie, c'est qu'ils pensaient que la Russie manquerait de missiles en quelques jours. On entendait déjà cela en mars. Ils pensaient que l'économie russe serait réduite en ruine d'ici la fin de la semaine, que la communauté internationale tout entière leur tournerait le dos. Mais c'est la même chose avec l'Iran, leur capacité de riposte, l'étendue de leurs drones et de leurs missiles. Je veux dire, même s'ils ont mené une guerre contre eux en juin dernier, nous y revoilà, oui. Est-ce simplement une question de trop vouloir vendre la guerre ou bien d'hubris hégémonique? Comment expliques-tu cela? Parce que c'est dangereux. Eh bien, c'est incroyablement dangereux. Je pense que l'hubris hégémonique joue un rôle important là-dedans. Il existe encore, aux États-Unis et dans une certaine mesure en Europe, une croyance enracinée, une croyance profondément ancrée, selon laquelle les États-Unis, l'Occident possède un pouvoir presque illimité, que le simple fait d'exercer ce pouvoir suffit à atteindre le résultat souhaité, et qu'au fond, tout se résume à une question de volonté. Si l'on lit les types de publications produites par nombre de ceux qui prennent ces décisions, on peut voir que la force de volonté est un facteur majeur dans tout ce qu'ils pensent et entreprennent. Ils se concentrent trop sur la volonté, en particulier sur leur propre volonté, et pas autant qu'ils le devraient sur les capacités, leurs propres capacités, et plus encore celles de leurs adversaires. Comment on en est arrivé là est une grande question, car cela n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps pendant la guerre froide où je me souviens, et je suis sûr que vous vous en souvenez aussi, que nous lisions en Occident des analyses très détaillées sur l'état de l'industrie pétrolière russe, sur celui de l'industrie de construction mécanique russe, et sur d'autres sujets de ce genre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup moins de cela. C'est surtout de la caricature. La Russie est une kleptocratie. La Russie est dirigée par des oligarques. Il y a ce grand problème de corruption. La Russie est un État pétrolier. L'idée que le pays possède une base industrielle n'est tout simplement jamais prise au sérieux. Et avec l'Iran, je pense qu'on est allé encore plus loin. On part du principe que le régime y est fragile, impopulaire, qu'il repose sur un château de cartes, qu'il suffirait de souffler dessus pour qu'il s'effondre. Et bien sûr qu'il n'oserait jamais fermer le détroit d'Ormuz, car s'il le faisait, ils saperaient leur propre position économique, ce qui, évidemment, contredit tout le reste. Mais enfin, j'ai vu des gens qui pensaient réellement cela et qui croyaient que les Chinois ne les laisseraient jamais faire, comme si la Chine prenait réellement les décisions à Téhéran. Cela n'a jamais commencé. Mais ces éléments de langage circulaient, répétés sans fin et tenus pour vrais. Je ne sais pas, c'est comme ça. Je souligne souvent que pendant la guerre froide, nous pouvions discuter, par exemple, des préoccupations de sécurité de nos adversaires, ce qui est indispensable si l'on veut réduire la compétition sécuritaire et instaurer une sécurité et une paix indivisibles. Mais je pense que cela va encore plus loin. Il s'agit même de la possibilité de discuter de ce qui se passe chez nos adversaires. Parce que je fais souvent remarquer que, par exemple, en Russie, leur économie est devenue assez diversifiée. Ils ne dépendent pas tant que ça de l'énergie. Ils ont fait de grands progrès dans le développement de leur propre écosystème numérique et avancent vers une souveraineté technologique.
Mais si tu avances ces arguments, ce n'est pas comme si tu te contentais de décrire ce qui se passe en Russie et de comparer les forces et les faiblesses. C'est considéré comme pro-russe parce que tu parles de leurs points forts, ce qui fait que c'est étiqueté comme un discours du Kremlin. En somme, nous nous sommes pratiquement interdits de parler de leurs atouts. Et j'ai remarqué la même chose avec l'Iran, parce que l'Iran possède des institutions stables. Ce ne sont pas seulement des fanatiques religieux fous qui gouvernent par la violence brute. Et tu sais, quand j'étais à Téhéran, j'ai constaté que beaucoup d'aspects de la répression des femmes sont exagérés. Dans l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de femmes. Et dans les rues, on voit des femmes qui ne sont pas obligées de se couvrir. Des filles en t-shirt et en jeans sans se couvrir les cheveux. Je veux dire, si tu en parles, tu sembles un peu pro-régime maintenant, parce qu'on a l'impression que tu les défends. Il n'y a plus vraiment d'appétit pour quoi que ce soit de positif, ou pour quoi que ce soit qui pourrait être considéré comme pro. Mais si tu ne peux pas, comme tu le dis, si tout doit être sombre et catastrophique à propos de ton adversaire, qu'ils ne sont qu'une station-service déguisée en pays ou des mollahs fous voulant détruire le monde, comment peux-tu améliorer ta propre sécurité si tu ne peux pas avoir une évaluation honnête de l'autre camp? C'est assez extraordinaire. Mais je voulais te poser une question à ce sujet. Certaines personnes disent que nous pourrions être en train de marcher vers une guerre mondiale, parce que ces guerres sont assez liées. La guerre avec l'Iran est assez liée à la guerre actuelle avec la Russie. Alors, comment voyez-vous la guerre plus large en Iran influencer notre guerre par procuration avec les Russes? Eh bien, je pense que l'une sape l'autre. Si l'on regarde l'aspect économique, on a déjà vu que les États-Unis ont dû assouplir leurs sanctions sur le pétrole russe. La réalité, c'est que nous sommes désormais en pleine crise énergétique. Déjà en Asie, l'Indonésie, autrefois productrice et exportatrice de pétrole, a dû solliciter l'aide de la Russie. La Corée du Sud ferait apparemment la même chose. Si cela se prolonge, de plus en plus de pays asiatiques seront contraints d'en faire autant. Et il ne s'agit pas seulement de pétrole. C'est là que toute l'idée de présenter la Russie comme un État pétrolier corrompu et kleptocratique entre en jeu. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. Nous avons, de manière désastreuse, restreint les termes du débat, au point que mener des discussions intelligentes sur l'autre camp est devenu d'une certaine façon moralement et politiquement inacceptable. Mais les Russes ne produisent pas seulement du pétrole. Ils produisent aussi du naphta, des engrais et de l'hélium. Le Golfe Persique est une source majeure de l'hélium utilisé à Taïwan pour fabriquer des microprocesseurs avancés, ces puces dont on entend tant parler. Il n'existe pas beaucoup de sources alternatives de gaz hélium. Donc les Taïwanais, s'ils veulent maintenir leur production, doivent finalement se tourner vers les lieux où l'hélium est produit et vers ceux qui sont prêts à le vendre. Ils devront peut-être s'adresser aux Russes. Ainsi, à terme, tout l'appareil de sanctions que nous avons mis en place et tenté de faire respecter, avec un succès très inégal au cours des 4 dernières années, va commencer à se désagréger à mesure que cette crise se prolonge. Ce n'est pas simplement une question de lever les sanctions pendant 30 jours pour ensuite les rétablir. Je veux dire, parler ainsi est absurde. Si vous devez lever les sanctions, même pour une courte période, vous les sapez fatalement. Et bien sûr, le fil conducteur entre ces deux conflits est exactement ce dont vous parliez. Ils découlent tous deux, en fin de compte, de cette poussée hégémonique, de cet élan hégémonique qui nous a entraînés d'abord dans un conflit avec la Russie, puis avec l'Iran, sans réfléchir aux conséquences.
Cette folie était tout à fait inutile si l'on avait pris en compte les préoccupations de sécurité de la Russie. Leurs exigences en matière de sécurité n'étaient pas déraisonnables. Nous ne voulons pas d'infrastructures militaires de l'OTAN à nos frontières. Nous ne voulons pas de bases secrètes de la CIA le long de nos frontières. Beaucoup de ces points auraient pu être satisfaits. Kissinger avait déjà soulevé cette question en 2014. Il disait « Pourquoi parlons-nous tous de la nécessité de vaincre la Russie ? D'abord, nous devrions déterminer s'il s'agit ou non d'une grande puissance. Et si c'en est une, ce qu'il pensait, alors notre première étape devrait être de discuter avec la Russie pour voir où nos préoccupations ou intérêts en matière de sécurité peuvent s'aligner, et là où ils ne s'alignent pas, comment gérer la concurrence. Au lieu de cela, on part du principe que maintenant, nous sommes en conflit avec eux. Maintenant, nous devons les vaincre. C'est très primitif. Et c'est la même chose avec les Iraniens. Trump faisait valoir que si nous n'avions pas attaqué, l'Iran avait un plan pour prendre le contrôle de tout le Moyen-Orient. Je veux dire, d'où cela sort-il? C'est vraiment insensé. Aucun expert sérieux du Moyen-Orient ne soutiendrait une déclaration aussi folle. Mais si nous ne faisions pas ces déclarations, nous pourrions parler des préoccupations de sécurité de l'Iran. Nous aurions peut-être remarqué que leurs intérêts pouvaient être satisfaits, et ils ont prouvé que c'était possible, du moins sur la question nucléaire. Sinon, je pense que tu as raison à propos de Taïwan. Les marchés iront là où se trouve l'argent. Nous avons vu la même chose avec les Allemands lorsqu'ils ont coupé l'accès au gaz russe pour leurs industries. Aujourd'hui, l'industrie allemande fait ses valises et s'en va là où est parti le gaz russe, c'est-à-dire en Chine. Mais bien sûr, certains partent aussi aux États-Unis. On ne peut ignorer la réalité qu'un certain temps. Oui, mais à propos de cette ignorance de la réalité, selon vous, comment cela influence-t-il la volonté diplomatique en Europe? Beaucoup restent obstinés. Mais le Premier ministre belge a déclaré qu'il serait peut-être temps de commencer à discuter avec la Russie. Nous finançons une guerre. Nous n'avons même pas le droit de participer aux négociations. Peut-être que le moment est venu. Et il a reçu une certaine sympathie, ou un soutien, ou une compréhension, je pense que c'est le bon mot, de la part des Italiens. Alors, comment voyez-vous la possibilité de fragmenter une partie de cette attitude pro-guerre en Europe? Eh bien, avant de répondre à cela, puis-je simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, que ce que les Russes et les Iraniens voulaient était parfaitement à notre portée, à la portée de l'Occident, d'y consentir sans compromettre aucun de nos intérêts en matière de sécurité. Au contraire, nous les aurions renforcés. Nous avions le plan d'action global commun qui fonctionnait avec l'Iran et empêchait ce dernier de développer une capacité d'armes nucléaires, si telle avait jamais été son intention. Et en même temps, nous avions la paix dans le Golfe, le détroit d'Ormuz était ouvert, et nous étions dans une situation de sécurité bien meilleure que celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avions conclu des accords avec les Russes à la fin de la guerre froide, selon lesquels l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est et qu'aucune infrastructure de l'OTAN ne serait établie en Europe de l'Est. C'était une période de paix, un moment où la guerre froide touchait à sa fin. Nous sommes revenus sur tous ces accords. Aujourd'hui, nous avons une guerre en Ukraine, une guerre que, comme nous l'avons tous deux évoquée à de nombreuses reprises, nous sommes en train de perdre. Nous nous retrouvons donc à nouveau dans une situation sécuritaire pire que celle dans laquelle nous aurions été, si nous avions simplement accepté ces propositions raisonnables visant à protéger et à préserver la sécurité dont vous venez de parler. Et vous avez tout à fait raison. Tout ce dont nous avons parlé, tous les problèmes que nous avons abordés, relèvent en réalité d'échecs fondamentaux de perception et de dialogue,
de dialogue interne au sein de nos propres sociétés, qui nous ont poussés vers ces confrontations très dangereuses et les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Il existe un chemin de retour. Nous pouvons négocier. Aucun de ces deux pays ne souhaite conquérir le Moyen-Orient. Cela dépasse les capacités de l'Iran. La Russie, certainement, ne veut pas conquérir l'Europe. Cela dépasse également ses capacités. Mais nous devons changer la perspective que nous avons adoptée dans ce conflit. Je ne suis pas certain d'avoir répondu exactement à votre question, mais si vous souhaitez y revenir, nous le pouvons. Oui, eh bien, je suppose, Walter, que nous devrions approfondir un peu le sujet, les divisions que nous pourrions observer actuellement en Europe, parce que... Exactement. Parce que oui, je pensais que c'était peut-être l'un des avantages pour la Russie. Les gens disent que les prix du pétrole augmentent, que des armes sont détournées vers le Moyen-Orient. Bien sûr, beaucoup de ces choses sont positives, mais c'est temporaire. Donc je pense que les gens y accordent peut-être un peu trop d'importance. Ce qui est intéressant, c'est la capacité des Européens à maintenir leur solidarité autour de ce récit du type « pas de diplomatie, envoyons plus d'armes, l'Ukraine est en train de gagner ». Il semble que cela pourrait se fragmenter à cause de cette situation. Et si ça se fragmente, il sera très difficile de tout recoller. Voyez-vous cela? J'imagine que von der Leyen et Kallas, peut-être Scholz, sont des intransigeants. Ils ne changeront jamais d'avis. Mais on voit bien apparaître des divisions dans cet enthousiasme guerrier des dirigeants européens. Eh bien, oui, mais ça va prendre énormément de temps avant que tout cela ne se mette en place. Je veux dire, Bart de Wever est important parce que la Belgique accueille évidemment l'Union européenne. Elle abrite l'OTAN. Pour cette raison, si ce n'est pour aucune autre, c'est un pays de l'UML et d'une importance cruciale. Et ce que Bart de Wever dit, c'est ce que beaucoup d'autres dirigeants européens pensent. Il l'a lui-même affirmé. Et ce qu'il met en avant, ce sont les réalités. Nous ne pouvons pas vaincre les Russes. Il n'y a aucun moyen de les vaincre avec les Américains, et nous ne pouvons certainement pas les vaincre sans eux. Et les Américains ne vont pas se replonger dans ce conflit. L'économie non plus ne fonctionne pas comme nous l'avions imaginé. Maintenant, lorsqu'une personne a les faits de son côté, tôt ou tard, ces faits finissent par percer. Et l'on commence à voir certains de ses dirigeants, Giorgia Meloni, peut-être, en Italie, Sanchez, peut-être en Espagne, qui n'ont jamais été aussi manifestement attachés à ces programmes que ne le sont les partisans les plus durs. Peu à peu, ils commenceront peut-être à se manifester et à prendre la parole. Et à ce moment-là, nous verrons la fragmentation et la division se propager. Et alors, les choses commenceront à avancer. Mais malheureusement, voici le problème. Les partisans les plus durs restent très puissants. Ils contrôlent encore les leviers essentiels, ils dominent encore largement le récit, et les médias sont toujours de leur côté. Et tant qu'ils seront là, l'autre camp, les Russes, se dira « Oui, nous sommes prêts à engager un dialogue avec les Européens. » Nous pouvons constater cette fragmentation, mais pouvons-nous vraiment être confiants, à long terme, qu'une fois les choses stabilisées, les partisans de la ligne dure ne l'emporteront pas à nouveau, comme ils l'ont fait auparavant? Ce processus se produira probablement, mais je ne pense pas que nous reviendrons encore à cette situation, celle dans laquelle nous étions au début des années 1990, lorsque nous aurions pu construire une architecture de sécurité et politique stable en Europe. Je ne pense pas que nous atteindrons ce point avant très longtemps. Peut-être, tout au plus maintenant que quelqu'un parle enfin dans ce sens, commencerons-nous à voir s'amorcer ce dialogue essentiel, qui, comme vous l'avez justement dit, a été si implacablement étouffé. Mais, comme je l'ai dit, trop de dégâts ont été causés depuis trop longtemps. Resistaktiv Gers for some Rokered.
Eh bien, c'est aussi cela. Je sais que c'est un sujet dont vous avez déjà parlé. Lorsque les Européens ont imposé des sanctions économiques à la Chine, il y a eu toute cette indignation morale lorsque les Chinois ont réagi de la même manière, comme si c'était en quelque sorte le privilège de l'Occident. Une grande partie de cela découle de l'hypothèse de la domination dans l'escalade, que l'Occident a le droit de décider, tant sur le plan militaire qu'économique. Nous avons décidé de boycotter toute diplomatie. Jusqu'à présent, bien sûr, Macron dit « D'accord, nous pourrions finalement parler à la Russie si c'est dans ce format avec les Américains et les Ukrainiens. » Et ensuite, les Russes leur répondent « Non, vous n'êtes pas invités. » C'est la même chose avec le fait de nous couper du pétrole, du gaz et des engrais russes. Vous savez, et maintenant, bien sûr, nous avons ce problème au Moyen-Orient. Nous débattons pour savoir si nous devrions temporairement autoriser les Russes à nous exporter, pour finalement découvrir que les Russes ne sont peut-être même pas intéressés, qu'ils ont d'autres marchés. Voyez-vous quelque chose de similaire se produire peut-être avec l'Iran? C'est-à-dire, les Iraniens, on entend certains commentaires, selon lesquels il n'y aurait pas de retour possible à la situation d'avant-guerre, ce qui expliquerait pourquoi ils ne veulent pas de cessez-le-feu. Ils ne cessent de dire qu'ils veulent s'attaquer aux causes profondes, qu'ils veulent un règlement politique, un langage similaire à celui que nous entendons de la part des Russes, vous savez, une fin à cette domination hégémonique, si l'on peut dire. Comment voyez-vous les Iraniens jouer cette situation? Que chercheraient-ils à obtenir? Je pense que c'est exactement la même chose que ce que disent les Russes et que cela découle des mêmes facteurs. Les Iraniens comme les Russes, et d'ailleurs, vous avez documenté de manière méticuleuse ce que les Russes ont fait dans plusieurs ouvrages que vous avez écrits, sont allés très très loin pour tenter de négocier de bonne foi, afin de parvenir à des accords à long terme avec les Européens et les Américains. Nous l'avons vu tout récemment avec les Iraniens négociant avec les Américains à Genève et apparemment faisant de très grandes concessions là-bas. Et les Iraniens vont se dire, comme les Russes se le sont déjà dit, que c'est impossible. Nous négocions avec des gens qui prennent mais ne donnent jamais. Et dès que nous leur donnons quelque chose et qu'ils le prennent, ce qui se produit toujours, c'est qu'ils reviennent pour en demander davantage. Aucune négociation ne peut réussir si elle se déroule de cette manière. Ainsi, les Iraniens et les Russes, les Iraniens avec bien plus de passion et de colère, parce qu'ils sont un pays plus faible et que, pour eux, c'est de façon plus évidente et directe une question existentielle, disent « Nous ne pouvons pas négocier tant que les causes profondes. » C'est, vous savez, une expression russe. Nous ne l'avons pas encore entendue de la part des Iraniens, mais nous le ferons un jour, j'en suis sûr, tant que les causes profondes ne sont pas traitées. Et en fin de compte, ce qu'ils veulent tous dire lorsqu'ils parlent de causes profondes, c'est qu'ils peuvent identifier des problèmes précis. L'expansion de l'OTAN, le soutien au coup d'État en Ukraine et les exigences impossibles faites à l'Iran d'abandonner toute sa politique étrangère. Ce que les Russes et les Iraniens veulent finalement dire lorsqu'ils parlent des causes profondes, c'est, en fin de compte, une reconnaissance par l'Occident du fait qu'ils sont des peuples, des sociétés et des nations importants, et qu'ils doivent être traités en égaux, avec une écoute et une prise en compte réelle de leurs préoccupations. Et pour revenir à votre remarque sur le fait que nous pensons pouvoir sanctionner d'autres peuples, tout en étant stupéfaits et choqués lorsqu'ils font la même chose à notre égard, eh bien, il faut sortir de cet état d'esprit et comprendre que oui, nous pouvons avoir nos désaccords avec les Russes, nous pouvons avoir nos désaccords avec les Iraniens, nous pouvons ne pas apprécier beaucoup de leurs actions, mais au bout du compte, ils ont le droit d'exister. Remade is a small
Et nous devons négocier avec eux, et négocier avec eux de bonne foi, tout comme nous le faisions avec les Soviétiques pendant la guerre froide. Oui, je pense qu'il est important de souligner qu'ils reviennent toujours à la charge dans ces négociations, car c'est à mon avis un problème central de toute l'ère post-guerre froide. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et que les Européens et les Américains ont décidé de créer une nouvelle Europe sans les Russes, ils n'ont pas seulement proposé aux Russes un nouveau statu quo défavorable. Il n'y avait tout simplement pas de statu quo. Chaque année, l'OTAN doit déplacer un peu plus ses frontières vers l'Est. L'infrastructure militaire doit se déplacer un peu plus vers l'Est. L'infrastructure de défense antimissiles doit se déplacer vers l'Est. Et les États de transit énergétique sont progressivement ramenés dans l'orbite de l'OTAN. On a simplement l'impression qu'il n'émerge aucun nouveau statu quo. C'est toujours ce même incrémentalisme, poussé toujours un peu plus loin, qui, à un moment donné, exigera une forme d'équilibre. Mais comment voyez-vous cela? Je veux dire, si l'on considère les grandes puissances eurasiennes, comment la Chine perçoit-elle tout cela? Est-ce une opportunité? Est-ce quelque chose qui nécessite une implication plus profonde de leur part? Parce qu'ils ont exprimé une certaine condamnation, par exemple, à propos de l'assassinat de dirigeants iraniens, en disant que c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Alors, comment voyez-vous leurs calculs dans tout cela? Oui. Je veux dire, simplement pour parler de l'incrémentalisme, vous utilisez l'expression « couper le salami en tranches » pour le décrire. Et je pense que c'est exactement ce que nous faisons. Comme je l'ai dit, nous tranchons sans cesse le salami jusqu'à ce que du point de vue des Russes et des Iraniens, il n'en reste plus du tout. Et nous continuons ainsi, petit à petit, toujours en revenant pour en reprendre. Maintenant, en ce qui concerne la Chine se trouve dans une position différente de celle de la Russie et de l'Iran. Elle agit sur un plan économique et militaire stratégique d'une toute autre ampleur. Elle est aujourd'hui le colosse de l'Eurasie et le restera encore longtemps. Les Chinois entretiennent cette relation très complexe avec les États-Unis qui a bien servi leurs intérêts jusqu'à présent et qu'ils essayent encore de préserver. Mais encore une fois, on sent de plus en plus que les attitudes chinoises ont évolué. Ils ont constaté à quel point la rhétorique aux États-Unis est devenue de plus en plus hostile à leur égard. Et bien sûr, ils sont parfaitement conscients qu'il y a toutes sortes de personnes aux États-Unis qui parlent très ouvertement du fait que pulvériser l'Iran et prendre le contrôle de son pétrole priverait la Chine de cette ressource. Que c'était en grande partie ce dont il s'agissait dans l'affaire du Venezuela. Dans la mesure où il y a eu, de la part de l'équipe Trump, des propositions visant à améliorer d'une manière ou d'une autre les relations avec les Russes, cela n'a finalement eu d'autre but réel que d'essayer de détacher les Russes de l'orbite chinoise. Donc je pense que les Chinois savent très bien tout cela. Ils voient cela, ils en lisent tout à fait les détails, ils développent leur propre économie, ils renforcent leur propre force, mais ils en feront toujours juste assez pour garder leurs alliés de leur côté et pour les maintenir opérationnels. Ainsi, ils achèteront du pétrole russe, ils fourniront des puces aux Russes, ils résoudront les problèmes d'approvisionnement auxquels les Russes sont confrontés. Ils apporteront une aide diplomatique dans la mesure où cela ne va pas trop ouvertement à l'encontre des intérêts diplomatiques chinois. Ils feront de même avec l'Iran. Là encore, nous ne savons pas exactement ce que les Chinois font avec l'Iran, mais il y a eu des rumeurs concernant des radars chinois et une aide financière chinoise. Ils veilleront à ce que tout cela reste sous la surface, mais ils le feront.
et ils sont devenus très compétents dans ce domaine. Je pense que les autres pays, les Russes, les Iraniens, estiment probablement qu'il est dans leur intérêt à long terme de maintenir la situation telle qu'elle est, qu'ils ne veulent pas que les Chinois interviennent de manière trop visible ou s'impliquent trop profondément. Non seulement cela aggraverait la crise avec les États-Unis, la crise mondiale impliquant les États-Unis, mais cela signifierait aussi que les Chinois seraient présents à un point tel qu'il y aurait en réalité un risque qu'ils prennent le contrôle à Moscou ou à Téhéran, ce que ces deux pays ne veulent absolument pas voir. Je pense donc que les Chinois ont en fait calculé et équilibré cela de manière assez précise. Eh bien, à propos des tactiques du salami, j'ai en fait écrit un article en novembre 2021, 3 mois avant que les Russes n'entrent en Ukraine. J'y faisais référence aux tactiques du salami, et le titre disait quelque chose comme « Pourquoi une guerre deviendra bientôt inévitable ». La raison pour laquelle nous ne la reconnaissons pas, c'est que nous avançons par toutes petites étapes, ce qui rend difficile pour l'adversaire de riposter. Et pour notre propre opinion publique, il semblerait très irrationnel, voire non provoqué, que l'adversaire prenne des mesures aussi importantes. Mais encore une fois, c'est intégré dans tout le système. On prend de petits morceaux et à un moment donné, un pion doit réagir. Et alors, ça paraît irrationnel ou non provoqué. Ce que j'essayais de clarifier, c'est pourquoi cela devient inévitable, même si beaucoup de gens pensent que c'est très improbable. Mais vous, comment voyez-vous les choses? Vous avez mentionné que les Chinois mesurent leur soutien avec beaucoup de prudence. Avez-vous des informations ou des hypothèses sur ce qu'ils font réellement pour les Iraniens à ce stade? Eh bien, encore une fois, tout ce que nous entendons repose sur des informations provenant de toutes sortes de sources que nous ne pouvons évidemment pas entièrement corroborer. Mais j'ai le sentiment que les Russes sont assez impliqués. Nous avons vu comment les drones Shahed, les Iraniens ont utilisé les drones Shahed de manière assez efficace. Je suis assez sûr que les Iraniens ont été encadrés et formés à cela par les Russes, et qui ont désormais une vaste expérience en la matière. Les Iraniens ont également appris à combiner des frappes de missiles avec des frappes de drones, ce qui apparemment est une chose facile à faire si l'on veut que ce soit réussi. Et encore une fois, je pense que les Russes ont probablement aidé à cela aussi. J'ai remarqué ce matin qu'il y avait des images de frappes de missiles américaines sur les ports iraniens de la mer Caspienne. Maintenant, pourquoi les Américains attaqueraient-ils les ports de la mer Caspienne? On peut supposer que quelque chose transite par ces ports, et cela ne peut venir que de Russie. Il y a des rumeurs et des images de convois de camions grondant depuis l'Asie centrale. Je pense que lorsque l'histoire complète de ce conflit sera écrite, probablement dans assez longtemps, nous découvrirons que les Russes en particulier ont été très impliqués en Iran. Ce n'est que dans les années 2000, par exemple, que nous avons découvert toute l'ampleur de l'implication soviétique au Vietnam, qu'il y avait des techniciens soviétiques aidant les Vietnamiens, présents sur place, guidant et opérant les radars et les missiles de défense aérienne, ce genre de choses. Je soupçonne donc que les Russes sont assez impliqués. Avec les Chinois, c'est toujours plus difficile à dire. Je pense qu'ils sont là eux aussi. Ils sont mieux placés pour fournir des pièces de rechange, du carburant pour fusées, des composants pour drones, ce genre de choses. Mais une grande partie de cela relève de la spéculation, et je ne veux pas laisser entendre que j'en sais plus que ce n'est le cas. Oui, j'ai aussi vu ces convois arriver du Tadjikistan. La plupart livraient de l'aide, mais je suppose également que parmi tous ces camions, ces très longs convois, il serait logique qu'il y ait autre chose que de l'aide. En général,
C'est courant dans presque tous les conflits. Quand on met en place ces couloirs humanitaires, c'est aussi par là que passent les armes. Et je suppose que c'est le cas cette fois-ci. Il est toutefois important de dire que l'aide elle-même a des implications dans une guerre de ce type. Je veux dire que les Iraniens subissent une pression très très forte. Ils auront besoin de denrées alimentaires, de farine, de tout ce qui permet aux villes de fonctionner et de rester vivantes. Évidemment, l'Iran est un vaste pays doté d'une importante base agricole, mais même l'Iran a probablement besoin d'une aide de ce genre. Des choses comme des engrais, par exemple. Tout cela peut être légitimement classé comme aide humanitaire, mais pour un pays enfermé comme l'Iran, dans une guerre d'usure, tous ces éléments comptent et deviennent importants. D'accord. Eh bien, ma dernière question portait sur l'aspect temporel, car encore une fois, c'est une guerre où chaque camp cherche à épuiser l'autre. Quand on ne peut pas s'en prendre aux armes, on peut toujours essayer d'affaiblir la société en attaquant les infrastructures. Ce que, bien sûr, les États-Unis ont déjà fait, en visant les infrastructures énergétiques pour frapper l'économie. Mais comment voyez-vous les choses? D'où pensez-vous que viendront les principaux défis en premier? Je veux dire, qui cédera? Parce qu'il semble que les États-Unis commencent à manquer d'armes, du moins en partie. Quant à Israël, il n'est pas clair comment les Israéliens s'en sortent. L'Iran aussi, cela pèse lourdement sur les Iraniens. Mais au-delà de cela, les États du Golfe, combien de temps pourront-ils tenir? Une grande partie des dégâts que nous voyons dans des endroits comme le Qatar prendra des années à être réparés, même aujourd'hui. Et si cela continue, même les Européens, combien de temps pourrons-nous tenir? Nous sommes tous deux en Europe et les prix de l'énergie augmentent. Nous sommes déjà dans une situation assez difficile. Comment voyez-vous la question du temps? Où se situent les points de pression pour les différentes parties prenantes? Eh bien, le pays qui est de loin le plus durement touché en ce moment, c'est l'Iran. Je veux dire, l'Iran ne dispose pas du même niveau de force de frappe que les États-Unis et Israël. Et il est important de ne pas négliger cela. Il y a eu de très lourds bombardements dans le nord de Téhéran, ainsi que des attaques dans toutes sortes d'autres régions du pays. Les dégâts infligés au pays, à son économie et à sa société sont immenses. Mais bien sûr, pour les Iraniens, le calcul est différent. C'est un conflit qu'ils estiment leur avoir été imposé. En fait, ils en parlent ouvertement. Ils utilisent cette expression disant que c'est une guerre forcée. Ils ont été attaqués en pleine négociation. Ils estiment qu'il s'agit d'un conflit existentiel, que l'alternative serait de perdre leur indépendance, de redevenir en quelque sorte une colonie occidentale, de voir les acquis de leur révolution remis en cause. Je soupçonne qu'un grand nombre d'Iraniens soutiennent encore ces acquis et souhaitent les préserver. Ils ont donc cette question de motivation. Ils sont prêts à endurer énormément de souffrances pour continuer. En Occident, c'est différent, car pour nous, pour les États-Unis, il s'agit d'une guerre de choix. Rien n'obligeait les États-Unis à mener l'attaque qu'ils ont effectuée le 28 février. En Israël, c'est un peu différent. Mais Israël ne peut pas mener cette guerre de la manière dont elle le fait sans les États-Unis. Pour les États-Unis, c'est une guerre de choix. Pour le reste d'entre nous, en Europe, au Japon, en Corée du Sud, nous ne sommes même pas impliqués. Nous n'avons même pas été consultés. Ce n'est pas une guerre de choix pour nous. Nous ne sommes que des passagers dans ce train, si l'on veut. Donc, dans ces conditions, notre capacité d'endurance sera bien moindre que celle des Iraniens. Et notre tolérance envers les actions gouvernementales visant à soutenir cette guerre sera également plus faible. En Iran, ils peuvent envisager des mesures comme le rationnement, par exemple,
s'ils sont poussés dans une telle situation. Le rationnement aux États-Unis, ou disons en Grande-Bretagne, où l'on en parle d'ailleurs en ce moment, a un effet politique complètement différent sur la population, car les gens se demanderaient « Pourquoi ? À quoi tout ça sert-il » En fin de compte, il me semble que tout se résume à cela. À quel point l'Iran est-il politiquement stable? À quel point le gouvernement est-il institutionnellement solide? Je pense que ce que nous avons observé au cours des 3 dernières semaines montre qu'il est solide sur le plan institutionnel. Dans ces conditions, il peut probablement, et même vraisemblablement, supporter une guerre d'usure bien plus longtemps que nous en Occident. Et à un certain moment, à mesure que les prix augmentent, que les pénuries s'aggravent et que les populations subissent des pressions financières et économiques en Occident, des appels à une solution politique ne manqueront pas d'émerger. C'est le calcul iranien, c'est leur stratégie, c'est la guerre qu'ils ont décidé de mener, ce qui rend d'autant plus probable d'ailleurs qu'ils iront jusqu'au bout. Et bien sûr, cela a pour eux une logique parfaite. À ce jour, il faut reconnaître que cela semble fonctionner. Oui, je pense que la guerre de choix est un élément important, quelque chose que les Américains n'ont probablement pas bien réfléchi. Lorsqu'ils ont lancé une attaque surprise, Trump insiste toujours sur l'importance de prendre l'adversaire au dépourvu. Cela présente des avantages matériels sur le champ de bataille. On peut surprendre l'autre camp. Mais le problème, c'est que toutes les guerres nécessitent un certain soutien politique de la société dans son ensemble. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement iranien tient aussi bien, c'est que, que pourrait dire le public? D'ordinaire, lorsqu'une guerre inflige de lourdes pertes à la société, les gens demandent « Pourquoi n'avez-vous pas essayé de négocier et d'éviter la guerre ?» Ils l'ont fait. Ils étaient en pleine négociation. Pourquoi ne faites-vous pas davantage d'efforts maintenant pour rechercher la paix et négocier? C'est la deuxième fois en seulement quelques mois qu'ils nous attaquent. Ils reviendront encore et encore, car ils veulent nous détruire. Il est donc très difficile de savoir ce que le public iranien voudrait exactement demander à son gouvernement, car il semble être totalement irréprochable. Ils ont tout fait pour éviter la guerre, même s'ils veulent maintenant en sortir. À présent, il ne semble pas probable que des négociations puissent aboutir à cela. Ce ne serait qu'une autre ruse, contrairement aux États-Unis. Les gens commencent à se poser des questions quand les choses tournent mal. C'est à ce moment-là que les interrogations surgissent. Et il y a de bonnes raisons de demander « Pourquoi avez-vous fait cela? Quel était le plan ?» Je pense que c'était tout le propos de Joe Kent, qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Si tout s'était bien passé, il n'aurait pas démissionné, il ne poserait pas ces questions. Mais non, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. La planification de la guerre, le contrôle du récit médiatique. Je veux dire, tout est très très confus. Mais oui, avez-vous une dernière réflexion? Je pense que vous avez soulevé un point très pertinent et excellent. Je veux dire, pour les Iraniens, c'est une guerre qui leur a été imposée. Si vous décidez d'entreprendre une guerre de choix, et d'ailleurs si vous avez le choix d'entrer en guerre, vous devez être extrêmement prudent. Si vous choisissez de faire la guerre, vous devez toujours y réfléchir à l'avance, très attentivement. Je ne dis pas qu'un gouvernement devrait se lancer dans une simple guerre de choix, mais si vous le faites, si vous y êtes contraint, alors réfléchissez-y sérieusement. Aux États-Unis, ils s'y sont engagés à la légère et de manière frivole. Le président Trump a parlé d'une petite excursion, et nous en sommes là.
Eh bien, avec une attaque surprise, cela donne aussi aux Alliés une raison de dire pourquoi ils veulent rester en dehors de celle-ci. C'est ce que disent les Européens. On ne nous a jamais parlé de cela. Cela nous a pris par surprise. Si vous ne nous avez pas consultés avant de déclencher la guerre, pourquoi nous demander de venir aider maintenant? Tu as probablement vu le commentaire de Trump aux Japonais, parce qu'on lui a demandé « Pourquoi? Pourquoi nos alliés n'ont-ils pas été informés ?» Et il a répondu « Eh bien, il voulait que ce soit une surprise. Vous savez tout sur les surprises avec Pearl Harbor. » Voilà, c'est comme ça. Eh bien, je sais, absolument frivole. Mais je dirais que nous ne devrions pas être trop indulgents envers les Alliés, car quiconque observait cette situation depuis l'Europe, Tokyo ou ailleurs, aurait dû voir cela venir. Et des dirigeants comme Scholz et Macron auraient dû se rendre à Washington pour exiger de savoir ce qui se passait, en demandant aux responsables américains « Êtes-vous vraiment sérieux à ce sujet? Y avez-vous bien réfléchi? Quels sont vos plans? Et cela va-t-il nous affecter? » Alors, qu'ils viennent soudainement dire « Eh bien, vous savez, nous ne savions rien de tout cela. C'est une surprise totale, c'est tombé de nulle part. » Je veux dire, c'est absurde. Et encore une fois, le fait qu'ils parlent de cette manière, et cela renvoie à d'autres sujets dont vous avez déjà parlé, illustre une fois de plus à quel point en Europe surtout, mais bien sûr aussi au Japon, nous avons complètement abandonné la conduite de nos politiques, de notre diplomatie, de notre politique étrangère aux Américains, au point d'être surpris de cette façon. Eh bien, comme toujours, merci. Et encore une fois, je conseille aux gens de visiter The Duran et de suivre votre analyse quotidienne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, Glenn.